Howard Phillips Lovecraft, Nyarlathotep. Bien sûr, parce que texte en profonde résonance avec les ombres qui nous assaillent, mais texte un petit peu charnière pour Lovecraft. On est l'année 1920, on a deux lettres importantes. Une lettre à son ami Alfred Galpin, dans laquelle il raconte successivement 3 rêves. Et chacun de ces 3 rêves, il lui explique comment il va se saisir. Il ne va pas raconter le rêve, il ne va pas faire récit du rêve, mais il va prendre l'embryon du rêve pour trouver la figure centrale d'un récit. Et puis une autre lettre de un petit peu plus tard. Ça c'est Galpin, c'est en avril. On sera en décembre. Une lettre à son ami Reinhard Kleiner. Et à Kleiner, il raconte un rêve qu'il vient juste de faire. Et dans ce rêve, c'est quelqu'un qui sera vraiment important dans le parcours de Lovecraft. Un poète, Samuel Loveman. Il vit à Cleveland. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'impliquer aussi dans le premier combat de reconnaissance des homosexuels à New York avec Art Crane. Et Loveman est aussi quelqu'un qui correspond avec Ambrose Bierce, donc il a une double légitimité de poète et de lien avec les écrivains qui sont pour eux les écrivains américains fondateurs. Et ce que Lovecraft raconte à Kleiner, c'est un rêve dans lequel Loveman lui raconte une histoire. Ce qui fait que cette histoire de Nyarlathotep, on peut l'interpréter presque comme celui qui montre à H.P. Lovecraft, qui est pour l'instant journaliste amateur à Boston, mais certainement poète. Sa mère vient juste de mourir ou va mourir bientôt, elle est encore au Butler Hospital. Donc c'est la période vraiment charnière pour tout. C'est Loveman qui lui montre où est le chemin de la littérature. Et il vient lui montrer ça en rêve. On a d'autres choses dans ce texte bref. Une chose, c'est par exemple la topographie de la ville de Providence. Pour rejoindre le centre-ville, où sont les cinémas, ils y sont toujours, eh bien, le narrateur de l'histoire emprunte le véritable chemin que devrait prendre Lovecraft pour y aller. Mais plus que ça, quand Nyarlathotep emmène ses foules pour les perdre, on reconnaît parfaitement les bâtiments de la centrale électrique qui sont toujours à Providence. Enfin, c'est un texte qui m'a toujours abasourdi, puisque, vous allez le voir, non seulement le spectacle, on n'est pas dans des formes de représentation, ni de théâtre, ni de film, c'est un conférencier, et des conférenciers, il s'en produit comme ça, beaucoup. C'est comme ça que même Lovecraft va rencontrer son idole Dunsany, et le nom Nyarlathotep vient de l'œuvre de Dunsany. Mais ces conférenciers se produisent comme faisait Tesla, le grand inventeur électrique, en faisant des démonstrations et en projetant des images. Ce qui fait que dans le récit, à titre totalement unique dans l'œuvre de Lovecraft, eh bien, on a une salle de cinéma. Et vous allez voir que ce qui se passe pendant la séance de cinéma, c'est vraiment pas banal. Alors je mets en bas, dans la barre d'infos, un petit lien. Vous trouverez sur mon site des éléments qui reprennent un petit peu tout ça, les dates, les sources. Vous trouverez la traduction aussi de cette lettre à Reinhard Kleiner avec la première version du rêve. Vous trouverez aussi évidemment le texte que là je vais lire, et puis la version originale, parce qu'après, à ce qu'on en discute, ce qui fait la difficulté à traduire, paradoxalement, c'est un petit peu pas le côté maladroit du texte, mais dès le premier vers, Nyarlathotep, chaos rampant, I'm the last, je suis le dernier, mais après, I will tell the Haudient Void. 2 mots totalement anciens, et le mot Haudient, qui est un mot monastique, ceux qu'on accueille dans les monastères.
le vide qui vous accueille comme dans un monastère. Essayez donc d'entrer sans transposition. Et cette langue qui est un peu trop chargée, qui doit à Edgar Poe, qui doit à Dunsany, c'est évidemment celle dont l'œuvre de Lovecraft va naître, en s'épurant, en la tendant, en la rendant ambiguë, ambivalente. Mais là, il faut bien faire avec. On y va. Nyarlathotep, chaos rampant. Je suis le dernier. Je dirais, ce grand vide, notre hôte. Je ne me souviens pas précisément de quand ça a commencé. C'était il y a des mois. La tension générale était horrible. À des mois de perturbations politiques et sociales s'ajouta une étrange et grandissante appréhension d'un danger physique et hideux. Un danger qui s'étendait, embrassait tout, un tel danger qu'on ne peut l'imaginer que dans les plus terribles hallucinations de la nuit. Je me souviens des visages progressivement blêmes et troublés des gens alors, des avertissements chuchotés et de prophéties que nul n'osait consciemment répéter ou s'avouer à lui-même qu'il les avait entendues. Une idée de faute monstrueuse, répandue dans tout le pays, et des abysses entre les étoiles levaient des courants glacés qui faisaient trembler les hommes dans les lieux solitaires et sombres. Puis advint une démoniaque altération de l'ordre des saisons. L'automne avait effroyablement persisté, et chacun ressentait que le monde et peut-être l'univers étaient passés du contrôle des dieux connus ou du pouvoir de ces dieux à des forces inconnues. Et c'est alors que Nyarlathotep sortit d'Égypte. Qui il était, personne pour le dire, mais il était de leur vieux sang natif et ressemblait à un pharaon. Les paysans s'agenouillèrent quand ils le virent, mais n'auraient su dire pourquoi. Il dit qu'il s'était levé depuis l'obscurité de 20 siècles, et qu'il avait entendu les messages de lieux plus lointains que nos planètes. Et dans les lieux de civilisation arriva Nyarlathotep, la peau bistre, émaciée, sinistre, achetant partout d'étranges instruments de verre et de métal pour les assembler en des instruments plus étranges encore. Il parlait beaucoup de science, l'électricité autant que la psychologie, et de ses pouvoirs présentait des spectacles qui laissaient les spectateurs sans voix et enflèrent sa célébrité jusqu'à une ampleur excessive. Les hommes se recommandaient les uns aux autres d'aller voir Nyarlathotep et tremblaient, et où paraissait Nyarlathotep finissait la paix, parce que les aubes s'emplissaient des hurlements du cauchemar. Jamais auparavant les hurlements du cauchemar n'étaient devenus un problème public, et désormais les hommes sages voulaient qu'on puisse interdire le sommeil aux heures de l'aube, et que les cris dans les villes ne perturbent pas si horriblement la lune pâle et ayant pitié, brillant sur les eaux vertes et lourdes, sous les ponts, ou les vieux clochers mi-écroulés, se détachant sur le ciel gluant. Je me souviens de quand Nyarlathotep arriva dans ma ville, la grande, la terrible ville de crimes innombrables. Mes amis m'avaient parlé de lui, et sa fascination impitoyable, et ses révélations hypnotisantes, et je brûlais d'impatience pour explorer ces mystères extrêmes. Mon ami m'avait prévenu que c'était horrible, impressionnait au-delà des imaginations les plus fiévreuses, mais que ce qui était projeté sur un écran dans l'obscurité de la salle ne consistait pas en simple prophétie, mais en ce que lui seul, Nyarlathotep, osait prophétiser, et que dans les crépitements de ces étincelles, les hommes recevaient ce que jamais auparavant on avait reçu, et qui désormais brillerait dans leurs yeux. Et j'appris qu'on dissimulait le fait que ceux qui connaissaient Nyarlathotep voyaient des images que les autres ne voyaient pas.
C'est dans cette touffeur de l'automne qu'une nuit je descendis parmi la foule intranquille pour aller voir Nyarlathotep. Et c'était une nuit étouffante, des escaliers sans fin jusqu'à cette salle suffocante. Et dans les ombres de l'écran, je vis des formes encapuchonnées parmi des ruines et de jaunes visages diaboliques entreaperçus derrière des monuments écroulés. Et je vis le monde se battre contre les ténèbres, contre les vagues de destruction venues de l'espace ultime, tourbillonnant, bouillonnant, combattant sous le soleil faiblissant et se refroidissant. Alors, des étincelles crépitèrent de façon surprenante tout près de la tête des spectateurs. Et leurs cheveux se hérissèrent, tandis que des ombres encore plus grotesques que je ne puis dire surgirent pour danser sur leur tête. Et quand moi-même, plus impassible et d'esprit plus scientifique que tous, osais murmurer une protestation à propos de cette imposture due à l'électricité statique, Nyarlathotep nous conduisit au dehors, par des escaliers vertigineux, dans les rues, à minuit, humides, brûlantes, désertes. Et je criais à haute voix que cela ne m'effrayait pas, que rien ne pourrait m'effrayer, et d'autres crièrent comme moi pour s'encourager. Nous nous jurions les uns aux autres que la ville restait exactement la même, et vivait encore. Et quand les réverbères commencèrent à s'éteindre, c'est la compagnie électrique que nous maudîmes, en riant et nous moquant de nos expressions stupéfiées. Je crois que nous percevions comment quelque chose tombait de la lune verdâtre, parce qu'à mesure que nous entrâmes dans sa lumière, nous nous disposâmes en curieuses formations involontaires qui semblaient connaître leur destination, même si nous n'aurions pas osé nous le formuler. En cherchant à regarder l'horizon, plus possible de trouver la troisième tour sur la rivière. Mais nous remarquâmes que la silhouette de la deuxième tour s'effaçait à son sommet. Alors nous nous séparâmes en colonnes étroites, chacune d'entre elles aspirait dans une direction différente. L'une disparut dans une allée étroite sur la gauche, ne laissant que l'écho d'un gémissement odieux. Une autre s'enfonça dans une entrée souterraine, dissimulée par des ronces, et ce qui nous en parvint fut un rire fou. Ma propre colonne s'étira dans la plaine ouverte, et nous sentîmes cet air glacé qui n'était pas celui de cet automne brûlant. Parce qu'à mesure que nous nous suivions dans cette lande sombre, nous sentions autour de nous cette lune diabolique annoncer les neiges. Des neiges sans origine, inexplicables, balayées depuis une seule et unique direction, d'où s'ouvrait un abîme encore plus sombre, hors ces murs étincelants. Je traînais à l'arrière, parce que la faille noire dans la brillante neige verte était effrayante, et il me semblait avoir entendu les réverbérations d'une plainte inquiétante à mesure que mes compagnons s'évanouissaient. Mais ma possibilité de rester à la traîne était faible. Comme attiré par ceux qui étaient partis en avant, je flottais à demi entre les congères neigeuses titanesques, frissonnant et terrifié dans le vortex aveugle de l'inimaginable. Sensible à en crier, délirant et en stupeur, s'il y a des dieux, eux seuls savent. Une ombre malade et douée de sensations, se tordant dans des mains qui n'étaient pas des mains, et mise en tournoiement à tâtons dans cette épouvantable nuit d'une création pourrie, avec les cadavres de mondes morts et des plaies là où étaient les villes. Des vents de chair qui balayaient les étoiles blêmes et les laissaient vacillantes. Au-delà des mondes, les vagues fantômes de choses monstrueuses. Les colonnes devinées de temples profanés, abandonnés sur des rocs sans nom, plongeant dans des vides vertigineux par-dessus des sphères de lumière et de ténèbres. Et parmi ce cimetière révoltant de l'univers, le battement étouffé et à vous rendre fou de tambours et le mince, monotone sifflement de flûte blasphématoire
venus de chambres inconcevables et noires au-delà du temps. Le martèlement et les flûtes sous lesquelles dansaient lentement, maladroitement et absurdement les gigantesques et ténébreux dieux ultimes, les gargouilles muettes, aveugles et imbéciles dont l'âme est Nyarlathotep. Et c'est toujours Instant Lovecraft.